commencer. Voilà, je vais télécharger mon fichier. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, mais il est en mode, Oui. oui, oui. En Il est bas pas à en mode droite, tu diaporama. dois pouvoir faire, diaporama. En bas à droite, oui. Je pense que ça devrait fonctionner. Là, tu Est-ce es en que c'est plein bon? écran. C'est tout C'est bon. bon? C'est tout bon, Katia, ouais. Bien, merci à tous de vous être connectés donc à ce webinaire de présentation des premiers appels du partenariat santé animale. Alors, avant de donner la parole à Florence pour présenter les appels, juste quelques mots pour vous présenter les activités du PCN Bio-Environnement. Alors, le PCN Bio-Environnement, vous le savez, donc, fait un peu la relation entre les appels de la Commission européenne et la communauté des chercheurs en France. Mais on a aussi un lien relativement étroit avec notre RCP, donc notre représentante au comité de programme, qui s'appuie, elle, donc, sur des groupes thématiques nationaux, donc les GTN. Et donc, notre rôle à nous, c'est de vous informer, conseiller, orienter et évidemment de vous accompagner et de faire en sorte que la position française dans les financements obtenus soit la meilleure possible. Et donc, à votre service pour vous aider, vous accompagner. Comme vous le savez aussi, donc, les activités donc, du cluster 6 sont structurées autour de 3 dispositifs de financement qui prennent la forme du Work Programme, donc le programme de travail 2023-2024, par exemple, qui vient de se clôturer. On attend le programme 2025 et après, donc, probablement le programme 2026-2027. Nous gérons également donc, les 2 missions sol et océan et nous avons à prendre part un peu aux activités et aux appels de 8 partenariats. Alors, très rapidement, donc, vous connaissez les 2 missions sur lesquelles donc, nous avons déjà fait des webinaires et des présentations des appels, notamment 2024, autour d'une journée. Vous trouverez tout ça donc, sur le site Internet du ministère. Le programme de travail des missions est annuel et donc on a chaque année donc, une dizaine d'appels dans les 2 missions sol et océan. Les partenariats, donc, comme vous le savez, donc, ce sont des dispositifs particuliers dans lesquels il y a un cofinancement de la part de la Commission européenne et des agences de financement locales. Donc, pour nous, c'est l'ANR qui participe au financement de certains partenariats. Et donc, nous, dans le cluster 6, nous gérons et nous participons donc à la diffusion et à la présentation des appels des 8 partenariats. Biodiversa Plus, CBUGU, qui est donc un partenariat institutionnel financé entièrement par la Commission européenne et un consortium d'entreprises. Les appels d'ailleurs sont encore ouverts si ça vous intéresse et si vous travaillez sur l'économie circulaire. Le Water for All et l'économie bleue sont des partenariats intéressants pour tous ceux qui travaillent sur l'eau.
Agroécologie, on a présenté récemment donc, les premiers appels qui sont sortis également avec l'ANR. Aujourd'hui, donc, on présente santé animale et on attend le partenariat système alimentaire et le partenariat Agriculture of Data. Et on a aussi le partenariat Prima qui continue et qui est très ancien puisque donc, il vient du programme précédent H2020. Nos outils pour diffuser nos informations, on a un mini-site donc, sur lequel on met les informations à jour régulièrement. On fait des webinaires. On a une liste de diffusion relativement ouverte dans laquelle vous pouvez vous inscrire. Et on a également une liste de relais Horizon Europe du PCN Cluster 6 qui profite donc de certaines relations un peu particulières, notamment sur un certain nombre de formations. Et on participe et on organise des workshops, des ateliers, etc. Alors, juste pour vous familiariser avec notre page, donc, elle se présente de cette manière-là. Et vous trouverez évidemment tous les programmes, les appels, les événements, le programme, les FAQ, hein, donc la FAQ qui est une FAQ française, mais aussi une FAQ européenne. Hein, lorsque la Commission répond à des questions pointues sur certains appels, on les publie sur notre site. Et on a également donc, quelques éléments de réflexion sur les retours et sur les bilans de la participation française. Nous diffusons une fois par semaine, donc en général le lundi ou le mardi, un flash info hebdomadaire dans lequel on présente l'ensemble de nos activités et aussi donc on partage des fiches de recherche de partenaires qui proviennent soit de chercheurs français qui cherchent des partenariats, soit de collègues européens qui cherchent des partenaires français. Et donc, on annonce évidemment et on donne les liens de tous les événements qui sont en lien avec le programme Horizon Europe. Le PCN Cluster 6 français participe à la CSA européenne avec tous les PCN du Cluster 6 de l'ensemble des pays européens. Et donc, cette CSA s'appelle Care for Bio et il y a un site internet également dans lequel vous trouverez des informations plus organisées au niveau européen et dans lequel donc, le PCN du Cluster 6 participe assez régulièrement. Voilà, quelques ressources utiles pour nous contacter, pour trouver l'information, y compris par exemple des informations juridiques. Ça ne concerne pas évidemment le partenariat qui est lui financé par l'ANR, mais ça concerne les ressources juridiques et financières lorsqu'il s'agit de projets Europe. Alors voilà donc notre équipe. Simon est un collègue donc, qui travaille au cluster de Aix-en-Provence. Il est à 40% dédié au PCN. Moi-même, je suis professeure à l'Institut Agro-Montpellier. Pour 60% de mon temps, donc, je suis PCN. Et nous avons donc notre collègue Vincent Massot qui est à l'Université d'Angers qui participe au PCN à 40%. Et Laura qui est avec nous, donc qui est chargée d'Europe au CNRS à Paris. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Merci. Alors, Florence, si vous voulez bien partager. Oui. Merci, merci Fatia. Je vais partager. Alors, je suis désolée, j'ai dû basculer. Je suis sur mon réseau mobile, donc j'espère que ça va tenir le choc parce que on a un petit souci de réseau à l'ANSES. Donc, alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, il faut juste le mettre en diaporama. Est-ce que c'est bon pour vous? Non. Non, tu es encore en... Ah, pourtant, moi, je suis passée en diaporama. Ou tu fais à partir du début? Ouais. C'est bon, là, ou c'est toujours pas bon? Non. Non.
Oh, c'est pas vrai. Si tu fais à partir du début, ouais, clique dessus ou voilà, ou à partir du début. Parce que je ne sais pas du tout ce que vous voyez. Là, est-ce que ça va comme ça? Ouais, on voit les deux écrans. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas un mode Ouais, c'est pas en diaporama, mode mais ça va. diaporama. Mais ça Ouais, va. je Laisse suis désolée. tomber. Ouais, je pense Ouais. que ça marche. Merci. Ça va. Donc, contrairement à ce que vous disiez, Fatia, je vais pas présenter moi vraiment le contenu du call externe. Je vais plus présenter comment ça s'articule dans l'ensemble du partenariat. Je vais vous donner un peu des éléments de contexte en fait de ce premier call externe au sein du partenariat Animal Health and Welfare. Alors, ce partenariat, c'est évidemment un partenariat Horizon Europe qui est supposé durer 7 ans, qui pour le moment est financé pour 3 ans, on va dire ça. Le budget attendu complètement est de 360 millions d'euros, ce qui est énorme, mais pour le moment, la première tranche est de 114 millions d'euros. Ce qui fait la particularité de ce partenariat, c'est qu'il a à la fois des calls externes qui nous intéressent aujourd'hui, mais il a aussi des activités internes avec un mode de financement différent. Le co-funding de la communauté européenne est à 50%, mais les activités internes sont financées à 50% et les activités externes fonctionnent sur les règles de financement des différentes agences de financement des différents pays. L'ensemble du projet scientifique est bien évidemment régulé par un SRIA, un agenda stratégique qui est très très conséquent pour le partenariat vu la durée qui est supposée être la sienne. Du coup, derrière ce partenariat, il y a une mécanique assez complexe qui fait qu'il y a 5 work packages pour animer en fait grosso modo ce partenariat. Il y a bien sûr la coordination et le management. Il y a un work package qui est dédié à faire évoluer l'agenda stratégique, son contenu, hein, avec les actualités scientifiques et réglementaires. Il y a un work package qui est dédié à tout ce qui est action interne, et il y a un work package qui est dédié au research call, et le work package, enfin le dernier, c'est tout ce qui est communication et dissémination des résultats issus du partenariat. Ce qu'il y a d'important, et pourquoi je vous montre tout ça, c'est pour que vous compreniez bien que en fait, tout ce qui se passe dans le Work Package 4, c'est derrière un firewall, c'est-à-dire que personne n'est au courant du contenu des calls avant que ce soit publié et rendu public, donc depuis le 8 mai de cette année. C'est-à-dire que les agences de recherche ou les universités qui sont membres du partenariat n'ont aucun avantage. Il n'y a aucun moment, ils ont eu connaissance du contenu des calls. Et c'est pour ça que, en fait, ici, là, moi, je vous présente tout ça. J'ai une casquette ANSES, je suis chercheur à l'ANSES, mais en fait, je suis ici plus au titre de mes fonctions dans ce qui est le Work Package 3, donc ce qui concerne les actions internes au sein de l'executive board du partenariat, sachant que l'équipe de coordination, c'est l'université de Gand. L'ensemble du partenariat, c'est ça, hein, c'est quand même 90 partenaires de 24 pays européens avec 56 agences de recherche et 20 agences de financement. Et ce qui est important par rapport aux personnes qui sont autour de la table, c'est que les RPO, donc les instituts de recherche qui sont membres du consortium interne, donc qui ont signé le consortium, le Grant Agreement du partenariat, peuvent quand même postuler au call externe, et il y a une spécification très claire sur le montant auxquels ils ont droit par rapport à l'entièreté du montant réclamé pour telle ou telle action, 35%. Donc ça, c'est très, très important. Quant au contenu, si je reviens au contenu, donc je vous le disais, en fait, tout ça, c'est défini autour d'un agenda stratégique. Il y a eu 51 actions qui ont été décrites dans cet agenda stratégique. Il date un peu, mais puisqu'il a été finalisé en février 2023, il est consultable à l'adresse que vous voyez ici. Vous avez vraiment l'entièreté de l'ambition du partenariat telle que définie en 2023. Et en fait, 5 aires prioritaires ont été définies. Tout ce qui concerne, et ça correspond en fait aux codes couleurs qui sont sur le logo du partenariat, tout ce qui concerne la surveillance et l'évaluation des risques,
les outils pour estimer la santé animale ou le bien-être animal, le management des animaux aussi bien pendant le transport qu'à la fin de vie, et notamment dans les abattoirs. Une action prioritaire sur les traitements et les vaccins, et également ce qui fait un petit peu, c'est le dernier anneau du logo du partenariat, c'est l'approche socio-économique, ce qui est une approche extrêmement importante dans l'ensemble des projets, puisque le citoyen maintenant a un avis très très important qu'il exprime régulièrement sur les domaines de la santé et du bien-être animal. Donc l'ensemble des actions décrites dans cet agenda stratégique sont déclinées soit en programme interne, soit en programme externe. Et si le coordinateur réussit à ces prochaines candidatures, les grants, normalement, il y aura 3 grants, donc 3 calls externes successifs et 3 ensembles de projets internes successifs. Ce qui est très important, c'est que, évidemment, Ce qui est très important, c'est que les actions qui ont été décrites dans ce SRIA répondent à l'intervention logique telle que définie par l'Europe et qui a permis, à partir des besoins sociétaux, technologiques, environnementaux et économiques et aussi politiques, de définir des objectifs opérationnels, les fameux OO, que vous avez vu apparaître dans le texte du call, ces operational objectifs qui sont au nombre de 9 et qui déclinent en fait les actions, enfin, qui regroupent les actions sur lesquelles sont attendus les résultats du partenariat. Donc voilà, je vous les laisse lire, ça correspond aussi aux couleurs du logo. Donc il y en a 2 qui concernent tout ce qui est surveillance, des systèmes de surveillance et l'analyse des risques. D'autres qui sont plus autour des méthodologies pour analyser le bien-être et la santé animale. Donc là, c'est tout ce qui concerne le diagnostic. Tout ce qui concerne le management des animaux pendant le transport, à la ferme, à l'abattoir et également, bien sûr, en mer, hein, puisque j'ai oublié de vous dire, mais le partenariat il couvre aussi bien le domaine terrestre que le domaine aquatique. 2 autres objectifs opérationnels sont dans ce qui concerne les traitements et les vaccins. Et enfin, il y a cette fameuse aire transversale qui concerne tous les aspects socio-économiques. En fait, dans le programme interne tel qu'il a été développé aujourd'hui, et ça c'est très important puisque tout ce que vous allez proposer comme projet en réponse au call externe ne devra pas être redondant avec ce qui est déjà contenu dans les actions internes. Alors, il faut savoir que les actions internes, il y en a 17 qui sont en cours de développement depuis le 1er janvier de cette année et qui sont encore, là aussi, je vous les ai positionnés dans les différents aires prioritaires, par exemple sur la surveillance et l'analyse des risques, sur tout ce qui est les outils, la définition et l'harmonisation des outils de surveillance et de monitoring pour l'animal health and welfare. Il y a 4 actions qui sont en cours. Pour l'évaluation du risque, il y a une action en cours, etc., etc. Donc, ces 17 actions sont distribuées là-dedans. Si je vais un peu plus dans les détails, voilà le contenu de ces 17 actions. Il y a notamment la mise en place d'un réseau pour le wildlife au niveau des animaux terrestres et son pendant au niveau des animaux aquatiques. Il y a toute une action qui est dédiée à la surveillance des pathogènes d'un point de vue vétérinaire et leur résistance aux antibiotiques. Il y a une idée de créer une knowledge platform pour ce qui concerne une collection de données pour ce qui concerne le bien-être animal au niveau européen. Et puis, il y a, en ce qui concerne l'évaluation des risques, c'est d'améliorer les méthodologies pour suivre en fait les données épidémiologiques. Pour les procédures, les méthodologies et les outils qui vont avec, il y a 4 mesures. Il y a une mesure qui concerne une meilleure connaissance de certains pathogènes prioritaires en santé animale. Il y a une mesure qui concerne la mise au point d'outils de diagnostic pour certaines infections animales. Il y a des outils pour l'évaluation
du bien-être positif et également l'évaluation de l'état de conscience et de l'animal. Ensuite, il y a 3 actions sur le management et la husbandry. Donc ici, c'est essentiellement des actions qui tournent autour des mesures de biosécurité, l'amélioration de la résilience animale à travers l'amélioration de son bien-être et tout ce qui est la sustainability de toutes les actions qui peuvent promouvoir le bien-être. Sur les traitements à vaccin, là aussi, il y a 4 actions. Il y en a une qui concerne vraiment le pathogène et le microbiome interaction, en incluant la notion d'antibiorésistance. Une qui concerne le développement de nouvelles molécules antibiotiques et antiparasitaires, mais ça, vous l'avez vu, hein, c'est en dehors du scope des calls externes, donc vous êtes tranquille à ce niveau-là. Une qui concerne l'étude du rôle du système immunitaire dans les animaux de ferme. Et puis, il y en a une qui concerne le développement de plateformes vaccinales et de systèmes d'expression dans le but de développer des vaccins. Et enfin, il y a une action qui concerne le poids économique et sociétal de certaines maladies animales. Donc voilà, vous les avez ici toutes relistées. Et ce qui est important, j'espère que vous voyez bien le bas de mon écran, c'est que les détails du contenu de ces actions sont consultables en ligne sur le site du partenariat epao.eu. Donc ça, c'est très très important parce que comme vous devez vous démarquer de ce qui est déjà en cours en proposant des projets, c'est très très important que vous preniez connaissance le plus en détail possible du contenu de ces différentes actions. Alors là, j'ai remis les thématiques du premier call externe, mais je pense que, Isabelle, je vais te passer rapidement la parole. J'insiste vraiment sur le fait qu'il y a une volonté de ne pas avoir d'overlap entre le programme interne en cours et ces actions et ce que vous allez proposer. Et puis, voilà, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y a une délimitation de financement pour des universités ou des organismes de recherche qui seraient déjà membres ou financés sur des actions internes. Voilà, je vais arrêter mon partage d'écran et je vous prie encore de m'excuser pour ces conditions imparfaites. Non, c'était top en fait. Ça marchait bien. Ouais, ok. Bon, du coup, moi, je vais partager mon écran. Partager et je vais partager ma... Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien, en plein écran, parfait. Bon. Donc, moi, je suis Isabelle Hippolyte, je suis responsable scientifique à l'ANR. Et donc, comme l'a dit Fatia, l'ANR est responsable, enfin, est en charge des calls externes, en tout cas de leur financement et de la participation à la préparation. Pour l'instant, l'adresse, c'est mon adresse, mais on va faire une adresse générique. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai Stéphana Ganéa-Causin et Lucien, dont j'ai oublié le nom, qui est un nouveau à l'arrivée, qui, eux, seront plus à même de vous répondre à toutes les questions financières que vous pourrez poser à la fin de financière ou administrative, que vous pourrez poser à la fin de la présentation. Donc, ce que je vais proposer, ma présentation, elle est un peu complémentaire de celle de Florence et très axée sur le premier call externe, tout en rappelant aussi un peu du contexte général. Donc, la vision du partenariat santé et bien-être des animaux, c'est fournir à la société une production animale durable où les maladies animales infectieuses sont anticipées et contrôlées par des moyens appropriés et où les antimicrobiens sont utilisés avec prudence et où le bien-être des animaux est respecté à chaque phase du processus de production jusqu'à la mort. Alors, ce partenariat, en fait, il y a 2 partenariats sur la base animaux. Il y en a un qui s'appelle un partnership One Health et antibiorésistance. Et donc, et les 2 sont un peu issus d'une initiative précédente d'Horizon de H2020 qui s'appelait le JP Animal Health, je crois, ou One Health. Et donc, il y a toute une One Health, et donc il y a toute une partie d'antimicrobiens, de la partie résistance antimicrobienne dans un contexte de One Health qui sont plutôt traités sur l'autre partenariat, alors que tout ce qui est vraiment santé et bien-être des animaux
sans zoonose au sein des populations et dans ce partenariat-là. Donc, en raison du lien étroit entre la santé animale, le bien-être animal et le bien-être humain, la perspective d'une santé, un bien-être occupera une place prépondérante dans le partenariat, sans toutefois empiéter sur l'autre partenariat, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, comme l'a dit Florence, 2 types d'activités, des programmes internes qui sont sans appel d'ailleurs, même pas d'appel interne, qui sont menés par les membres du partenariat et des appels à projets externes pour des entités majoritairement non membres du partenariat et selon les appels, des appels aussi ouverts pour le privé. Les organismes de financement contribuent aux appels externes en finançant les tierces parties que vous êtes. On reviendra sur les détails un peu plus tard. Donc, comme l'a dit Florence, le partenariat est financé à 50% de l'ensemble de ses activités est abondé à 50% par l'Union européenne. Pour les activités internes, cet argent va directement aux activités, donc 50%. Et pour les activités externes, 20% sont dédiés au fonctionnement du partenariat et 30% sont remises au pot des appels externes. Donc, il y a un financement de 70% par de 70% par les financeurs nationaux et 30% par l'Union européenne. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, j'ai détaillé quand même un peu. Donc, les 50, il y a des pays pour lesquels les participants sont à la fois des organismes de recherche, mais aussi des organismes financeurs, où on a des participants comme la Pologne, la Suisse ou la Grèce, où seulement des RPO sont membres du partenariat. C'est-à-dire que les agences de financement grecques ne participent pas au call externe. Et puis, on a le contraire, ou par exemple pour la Turquie, la Lituanie ou la Lettonie, seulement il n'y a pas d'activité interne menée et financée par la Commission européenne par des membres. En revanche, les organismes de recherche nationaux peuvent être financés dans le cadre des appels externes. Florence a rappelé, je ne vais pas revenir sur l'Animal Well Health SRIA, vous pouvez le contacter, il y a un lien. Donc, sur les 17 projets internes dont a parlé Florence, qui ont été lancés en janvier 2024, ces programmes ont été lancés sur la base des 16 actions retenues dans le SRIA, avec les 56 organismes de recherche qui sont impliqués. Parmi toutes ces actions qui étaient listées, 4 ne font pas partie des activités internes. Wildlife Network, de meilleurs outils pour le diagnostic des maladies infectieuses, l'assessment d'un bien-être positif et la définition du mesurement de la mesure du bien-être chez les animaux et également le renforcement de la résilience animale à travers des recherches fondamentales pour la nutrition animale et l'amélioration. Donc, c'est un peu sur cette base que les agences de financement ont réfléchi au call qui est ouvert aujourd'hui. Et puis, on a plutôt choisi 3 axes qui sont Better Tools for the Diagnosis, enfin voilà, qui était précédemment, le renforcement de la résilience animale et l'animal bien-être. Mais malgré tout, on est resté sur un appel extrêmement large en termes de priorité qui fait place à la fois à la recherche fondamentale, à la fois à la recherche appliquée et à la fois la recherche partenariale avec le privé lorsque c'est permis et évidemment toutes les recherches en lien avec les SHS qui sont ouvertes. Donc, comme le disait Florence, il est important d'aller voir l'OSRIA pour que les actions qui soient proposées dans le cadre de l'appel externe soient complémentaires des actions qui sont menées dans le domaine interne et non pas redondantes. Donc ça, il faudra que vous y fassiez attention parce que ce sera sans doute des critères d'évaluation qui seront importants pour les projets qui seront déposés. Sur ce premier appel externe, 23 millions d'euros de financements nationaux et donc 7 millions de cofinancement par la Commission européenne. Ce que je vous engage également quand vous déposez, c'est à regarder combien sont mis par les agences étrangères avec lesquelles vous vous associez. Parce que il y a un vrai
comment dire, lorsque les agences n'ont plus d'argent, donc on arrête le financement des projets. Donc si vous vous associez, on le voyait beaucoup par exemple dans le domaine de l'alimentation avec l'Italie qui mettait souvent très peu de moyens alors qu'il y a un très grand nombre d'Italiens qui déposaient des projets sur les domaines alimentaires, vous risquez d'avoir un peu d'encombrement au niveau de la sélection des projets et le ranking risque d'être défavorable. Donc regardez bien ce tableau des financements nationaux de façon à aussi construire votre consortium sur la base de ces financements nationaux et des probabilités qu'il n'y ait pas trop d'encombrement pour le financement de ces équipes. Les points de vigilance donc, que vous aurez à suivre lorsque vous allez faire vos consortia et déposer vos projets. Bon, évidemment, être dans le champ de l'appel et ne pas être trop redondant avec les activités internes. Vous souvenir qu'il faut au moins 3 partenaires d'au moins 3 pays associés dans le partenariat et 8 partenaires max qui demandent un financement, sachant que vous pouvez associer des partenaires qui ne sont pas dans le partenariat, mais qui travailleront sur leurs fonds propres. Les pré-propositions et les propositions ensuite seront obligatoirement soumises sur la plateforme dédiée, c'est celle de Julie. Les membres, donc ce que disait Florence, effectivement, c'est important parce que dans la communauté française, l'INRA, le CIRAD, l'IRD, l'ANSES sont membres du partenariat. Donc si dans les consortiums que vous allez monter, il y a ces membres du partenariat qui sont également définis dans l'annexe 2 du call, il faut faire attention que ces partenaires ne demandent pas, l'ensemble de ces partenaires, ce n'est pas que les partenaires français, mais l'ensemble des partenaires du projet qui sont également membres du partenariat ne demandent au maximum 35% du budget total, sinon le projet sera immédiatement et définitivement inéligible. Donc les projets, ça suit un peu les règles de H2020, c'est 3 ans maximum. L'ensemble des partenaires d'un pays ne peuvent demander plus de 60% du montant de l'aide demandée par le projet, de façon à assurer un certain équilibre entre les partenaires. Et puis les règles de participation pour les membres du partenariat. Donc l'ensemble, je le répétais, l'ensemble de ces partenaires associés aux activités internes peuvent demander au maximum 35% du budget. D'autres points de vigilance pour les consortia en ce qui concerne l'éligibilité française qui s'ajoute aux précédentes. Évidemment, regardez attentivement le règlement financier de l'ANR, mais vous pourrez poser des questions à Stéphana ou à Lucien tout à l'heure. Donc, les règles qui s'appliquent pour les partenaires français sont les mêmes que celles qui s'appliquent dans le cadre de l'appel à projet générique. Et donc, vous les trouvez sur le site et sur le lien qui est ici mentionné. Comme dans tous les appels européens, il faut au moins qu'un des partenaires du consortium français soit un organisme de recherche au sens où nous l'entendons et de diffusion des connaissances publiques de type EPA, EPIC, EPSCP ou EPST. Si un partenaire de type société commerciale n'ayant pas d'établissement ou de succursale en France est impliqué dans un projet et sollicite une aide d'un organisme de financement autre qu'un organisme de financement français, donc globalement, s'il y a une entreprise étrangère qui demande à être financée par un organisme, par une agence de financement étrangère, il est obligatoire qu'une société commerciale qui a un établissement, une succursale en France soit impliqué dans ce projet. Sinon, l'ensemble des partenaires sollicitant une aide de l'ANR du projet sera déclaré inéligible. Donc ça, c'est aussi important. C'est une règle assez ancienne qu'on a à l'ANR qui parfois était optionnelle, dans certains calls obligatoires, dans certains calls absentes, mais là, elle revient sur l'ensemble des appels européens comme une clause obligatoire. Donc, les pays faisant l'objet de sanctions applicables au domaine de la recherche de la part des instances de l'UE sont exclus du présent appel. Actuellement, il s'agit de la Russie et de la Biélorussie, mais enfin, ça peut évoluer, donc n'hésitez pas à regarder le site. D'autres éligibilités françaises qui s'ajoutent aux précédentes. Une proposition de projet ne peut être semblable à toute ou partie ou à une autre proposition déposée à un appel en cours d'évaluation à l'ANR. Vous avez les détails sur l'annexe des Français. Et l'aide maximum qui peut être demandée à l'ANR est de 300 000 € par projet. Donc, l'ensemble des participants français ne peuvent pas demander plus de 300 000 €. Et ils peuvent demander 400 000 € par projet si la coordination est assurée par la France. Par ailleurs, dans un consortium, si on demande une aide, l'aide minimale accordée à un partenaire est de 15 000 €.
Voilà. Pour l'instant, le contact, c'est moi, mais on va faire une adresse générique de façon à ce que Virginie Aron, qui va être sans doute chargée de mission associée, et puis mes collègues de l'administration ou du financier puissent répondre. Et puis, bien sûr, le secrétariat de l'appel qui est hébergé par Julis, mais vous avez tout ça sur le site. Je vous remercie de votre attention. Et je pense qu'on va passer aux questions-réponses. Et puis, si besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas. Merci beaucoup Isabelle et Florence donc, de la présentation détaillée de ce partenariat. Et donc, si vous avez des questions, soit vous levez la main, soit vous mettez vos questions sur le chat. Laurent, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Laurent Trémoulet, je suis le directeur du centre d'exploitation de bétail de Sète, donc le point de sortie pour les animaux français et du monde part pour les animaux européens du territoire français pour partir vers les pays tiers. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là aujourd'hui parce qu'on est parti en 2020 d'un postulat de la Commission européenne qui considérait, dans une note, commençait sa note en disant considérant que le transport est stressant pour les animaux. Et donc, j'avais à l'époque une stagiaire à qui je demandais de faire un peu de biblio sur le stress et le transport. Et je n'ai pas trouvé d'études réelles sur le transport et l'animal vivant, en parlant des bovins, bien sûr. Donc, on a travaillé avec l'INRA de Clermont-Ferrand à établir un protocole expérimental pour le stress pendant le transport maritime. Protocole expérimental qui est fini aujourd'hui, qui donne lieu à une publication par l'INRA dans les semaines, même les jours qui arrivent. Donc, dans la mesure où cette communication sera validée par les actionnaires de la structure. Et parallèlement donc, à ce protocole expérimental, on a donc défini par des systèmes mathématiques quels moyens mettre pour maintenir des conditions de bien-être animal optimales pendant la traversée maritime. Et on est en train de développer un logiciel qui est proactif en fait sur la gestion du bien-être animal, c'est-à-dire qui demande le déclenchement des opérations à faire sur les animaux avant qu'une possible dégradation du bien-être animal ait lieu. Alors, c'est un programme aujourd'hui qui est financé pour partie par le Conseil régional Occitanie et on se rend bien compte que notre activité, elle a de l'écho, quel que soit le pays européen. C'est-à-dire quand il y a de mauvaises manipulations d'animaux, soit en Irlande, soit en Croatie ou en Roumanie ou en Hongrie, pendant le transport maritime, c'est tout le transport maritime européen des animaux vivants qui est impacté. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour essayer de travailler, de voir dans quelle mesure on pourrait intéresser un peu plus la Commission européenne qui demande dans la révision du règlement 1/2005 qui régit le transport de longue distance, qui demande donc qu'il y ait des études scientifiques sur le bien-être animal pendant la traversée maritime. Nous, on est aujourd'hui financé à 30% par le Conseil régional, on se finance à 70% sur nos fonds propres. C'est lourd, c'est très long à gérer. Et donc, il faut qu'on trouve les moyens de continuer à travailler pour pouvoir amener des résultats probants qui montrent en fait que bien-être animal et traversée maritime ne sont vraiment pas incompatibles. Tout au contraire, puisque un des résultats qui sera publié prochainement montre que l'animal, dans la mesure où on s'occupe de lui normalement, acquiert une vraie sensation de bien-être au cours de la traversée maritime. Donc voilà, moi, pourquoi notre présence aujourd'hui, c'est voir comment on pourrait, l'étude se termine et son financement se termine là, en septembre de cette année, voir comment on peut rebondir pour travailler, aller plus loin et montrer en fait que le transport maritime et bien-être animal ne sont pas compatibles. On a bien voilà. Bon, écoutez, merci. On a compris il y a deux solutions. Soit vous avez un projet de recherche et vous voulez rester au national, et dans ces cas-là, vous pouvez déposer à l'ANR ou à d'autres guichets. Et donc, c'est un projet classique. Si là, vous êtes intéressé, puisque comme on l'a vu dans le SRIA, la partie transport des animaux et bien-être au niveau du transport est parfaitement éligible, donc vous êtes totalement dans le topic, là, il n'y a pas de souci. En revanche, c'est à vous de construire votre consortium. C'est-à-dire, il faut que là, d'ici le 8 juillet, vous ayez trouvé un ensemble de partenaires, au minimum 2 autres qui soient partenaires du partenariat Animal Welfare et qui soient d'accord pour travailler avec vous. Voilà. Alors, donc, quand on parle de partenaire, la question, en fait, des structures comme la mienne n'existent pas en Europe. C'est-à-dire qu'on est la seule structure où on a une véritable
point de sortie avec un bâtiment, des salariés. Oui, donc il faut que vous Avec- associez à des gens qui, eux, sont, par exemple, s'il y a des jeux logiciels, à des universitaires qui vont le favoriser, à des gens de l'INRA qui, eux, travaillent aussi sur le bien-être animal, c'est pas ça qui manque. Et vous en avez aussi en Allemagne, ailleurs, tout ça. Donc, en fait, il faut que vous valorisiez votre structure ou votre infrastructure qui est unique auprès de partenaires européens qui n'ont pas l'équivalent et qui tombent pile poil dans les clous de la peine. Voilà. Vous avez 3 mois pour faire ça. À mon avis, je ne sais pas ce que pense Florence, c'est se rapprocher déjà des équipes françaises EPST ou ANSES, INRAE, peut-être CIRAD si vous passez de l'autre côté de la Méditerranée ou l'IRD, enfin tous ces gens qui sont associés dans le projet. Donc, dans l'annexe 2 du call, vous avez l'ensemble des partenaires organismes de recherche, qu'ils soient français ou qu'ils soient européens, qui sont dans le partenariat. En fonction de leur périmètre de recherche, vous pouvez les contacter ou contacter la personne qui est la plus proche de la vôtre et à partir de là, monter votre consortium. Nous, en revanche, en tant qu'agence de recherche, on ne fait pas ce genre de choses. Alors, je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit prévu par le partenariat. Dans certains Zeranet auxquels je participais, on faisait des espèces de plateformes, oui, plateformes oui, tout à fait, de d'échange où les recherche. gens discutaient. Donc Oui. là, ce n'est pas prévu pour l'instant. Mais en revanche, déjà avec l'ensemble, dans l'annexe 2 du texte du call qui recense l'ensemble des partenaires RPO, donc organismes de recherche, vous pouvez peut-être trouver déjà une première entrée de partenariat et puis de façon à monter votre proposition. Il vous reste, presque 3 mois, non, il vous reste 1 mois et demi pour faire une pré-proposition, et la proposition ne sera, enfin l'ensemble de la proposition ne sera déposée qu'en février 2025 si vous êtes retenu en première phase. Et cette annexe 2 du call, je la trouve où? Vous la trouvez dans Sur le le call, site. sur le Ouais. site. Quand vous allez sur le site de l'ANR, en bas, ou si vous allez sur le site de l'ANR, en bas, il y a 3 documents à télécharger qui sont le texte du call dans lequel l'annexe 2 se trouve en bas. Vous avez l'annexe pour les participants français qui rappelle les règles générales plus les règles spécifiques à l'ANR. Et puis, le troisième, c'était quoi? Je ne me souviens plus. Peut-être il n'y en a que 2. Bon, enfin bref, vous avez ces annexes-là. Vous avez répondu. Voilà, et donc voilà, vous allez sur Oui, ce texte-là. je complète juste, si je peux me permettre, Isabelle, Bien c'est sûr. juste, je vous invite également à aller visiter, je vais le remettre dans le chat, le site du partenariat sur lequel il y a un descriptif, même s'il n'est pas très détaillé à ce jour, mais il va y avoir un descriptif toujours évolutif de ce qui est dans les actions internes qui vous permettra aussi de repérer d'éventuels partenaires et surtout de savoir ce qui est déjà fait sur des actions qui pourraient ressembler à ce que vous avez l'intention de faire. Je le remets dans le chat. Pour l'instant, dans les actions, il n'y a pas grand-chose sur le transport animal. Hein. Franchement, vous avez un joli champ d'ouverture. Oui, la problématique pour nous, c'est de trouver… Oui, bien sûr, on comprend bien. Mais je pense que quand même déjà, je ne sais pas ce que tu en penses, Florence, mais déjà avec les organismes de recherche français qui travaillent sur le bien-être animal, ils vont pouvoir peut-être vous donner un certain nombre de pistes pour évoluer, quoi. Même s'ils ne travaillent pas après avec vous. D'ores et déjà, on travaille à l'INRA depuis 3 ans maintenant. Hein. Ben voilà, donc voilà. Merci. Peut-être Monsieur Boudinot? Oui, bonjour. J'ai une question très simple. Est-ce que on a en fait on est impliqué avec 2 collègues norvégiens, entre autres, sur le développement d'analyses de répertoire pour les salmonidés, donc les poissons. Et notre idée serait éventuellement d'appliquer à cet appel d'offres pour élargir en fait les choses à différentes autres espèces de poissons d'intérêt aquacole européen et à d'autres récepteurs du système immunitaire, avoir quelque chose de plus large avec les partenaires pertinents. Donc ma question est-ce qu'un projet entièrement dédié au développement des études de répertoire immunitaire des poissons est a priori recevable ou est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit multi-espèces? Non, pas du tout, il n'y a pas de multi-espèces, du tout. Okay. Les poissons sont éligibles et il n'est pas du tout obligatoire que ce soit multi-espèces. Ok.
Tu confirmes, Florence? Oui, je confirme, c'est tout à fait correct. Ouais. Et la taille du projet, ça peut être un projet qui sera nettement plus petit que les maximums qu'on peut voir sur le document du call qu'on a repéré. Ça, c'est pas forcément impossible non plus. Non plus, c'est pas impossible non plus. On peut avoir des très petits projets. La taille du projet est définitivement limitée par le nombre de partenaires, qui est de 8 maximum demandant un financement, et aussi par les enveloppes de chaque agence de financement. Donc, si vous êtes avec 8 projets et chaque agence de financement limite sa participation par projet à 100 000 euros, eh ben, le projet sera au maximum de 800 000 euros. Là, on est tous quand même autour de 200 300 000 euros. Enfin, si vous êtes 3 partenaires, vous serez à 1,2 million à peu près maxi. Si vous êtes 5 partenaires, enfin voilà. Non, il n'y a pas de limite haute ni de limite basse. Juste, il faut rentrer dans l'enveloppe et dans les critères. En tout cas, il n'y a pas de critères bas. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y avait des questions sur le chat. Alors, est-ce que Madame Pinard, vous êtes encore là? Vous voulez poser votre question? Vous voulez que je la lise? Si tu veux, je peux lire les questions, Fathia, donc, parce qu'il faut on en a pas mal dans le chat, ça serait bien qu'on puisse les couvrir toutes. Est-ce que la limitation de budget pour les RPO déjà participants au partenariat veut dire aussi implicitement que les RPO participants ne peuvent pas être coordinateurs de ces appels externes, mais seulement participants? Est-ce qu'il y a une contrainte sur la coordination par les RPO membres du partenariat? Non. Non, il n'y en a pas. Réponse claire. OK. Ensuite, quelle place pour les questions de recherche dédiées aux maladies infectieuses dans la faune sauvage? Le texte mentionne Additionally Wildlife en page 9. Est-ce que ça fait partie du scope un peu du partenariat, selon vous? Il est large, hein, comme on l'a vu, le wildlife était assez peu couvert, bien que dans le SRIA par les actions internes. Tu es d'accord, Florence? Je ne voudrais pas dire de bêtises. Et donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas ouvert, non? C'est ouvert. Oui, je suis assez d'accord. Surtout s'il y a un risque de spillover sur l'élevage, donc ou pas, mais enfin, en tout cas, de toute façon, il faut qu'on soit vigilant par rapport à toutes les maladies animales. Donc, non, ce n'est pas exclu pour moi. Non. Loin de là. C'est dans le SRIA, c'est pas dans les actions internes, ça n'a pas été couvert par les actions internes, il n'y a rien sur le wildlife. Donc, oui, c'est éligible. Merci beaucoup. Est-ce que les RPO déjà membres du partenariat peuvent être les seuls partenaires français à répondre à l'appel externe ou doivent-ils associer d'autres structures françaises? Bon, je pense que vous aviez déjà répondu, mais je vous laisse quand même la primeur de la réponse. En fait, ils peuvent être les seuls, c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout l'esprit des calls externes, mais d'un point de vue administratif, il n'y a pas de limite. Si l'ensemble des RPO membres du partenariat dans ce projet ne dépasse pas, les 35%. Mais c'est pas l'esprit, hein. Je sais pas comment seront les critères d'évaluation par rapport à la complémentarité à l'adéquation des consortia et l'adéquation des consortia à la résolution du problème, qui doit être complémentaire aux actions internes, le jugeront. Mais il n'y a pas, en tout cas, administrativement, il n'y a pas d'interdiction. Oui, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est, et vous l'avez bien fait, c'était le fait que on attend quand même des consortiums européens et que c'est aussi ça l'esprit de européen et puis un peu différent justement pour ouvrir. Parce que s'il n'y a pas besoin de nouveaux d'apports de compétences, ça peut se faire en interne complètement. Donc, mais après, peut-être que sur un ensemble de projets européens, seul un consortium, un partenaire français déjà membre du partenariat est légitime ou est le seul qui a la compétence pour mener le projet. Ça, nous, c'est pas là qu'on va en décider. Une autre question plus presque budgétaire, je crois. Combien de projets l'ANR prévoit-elle de financer pour cet appel à projet?
J'imagine que c'est plutôt en nombre en budget. Ah ben c'est pas compliqué. On met 2 millions d'euros dans le call. On met entre 300 et 400 000 euros si on coordonne. Donc 20 divisé par 3, ça va faire 6 projets des brouettes. Donc au maximum, c'est ça, non, 3 oui, au maximum 7 projets, au minimum 5 projets. Voilà. Après, il y a le gap filling, il y a tout le mécanisme de la Commission européenne, mais globalement, entre 5 et 6 projets. Oui, il y a la logique que tout le monde arrive à financer aussi ces projets et en fonction des budgets des autres agences aussi. Oui. Alors, il y a un mécanisme dont je n'ai pas parlé, et c'est pour ça que je vous disais de regarder le budget, c'est qu'en première étape, en fait, la règle de la Commission européenne, c'est qu'en étape finale, on est obligé pour financer de suivre l'ordre de classement établi par le comité d'évaluation. Et à partir du moment où il n'y a plus d'argent et qu'on arrive à une limite dans le classement, on arrête de financer les projets. Pour éviter de rester trop haut dans la liste, dans cette partie-là, en première étape, on calcule le taux d'oversuscription, de sursubmission. Et donc, au premier classement, dans les pré-propositions, on enlève, après, par exemple, si l'Allemagne met 500 000 euros et que l'ensemble des équipes de l'Allemagne demandent 7 millions d'euros, on arrête un taux d'oversuscription, donc de sursuscription de 3. C'est-à-dire que si un consortium est classé premier avec une équipe allemande, donc qui demande 500 000 balles, on le prend. Le second, on le prend. Le troisième, on le prend parce qu'il a aussi demandé 500 000 euros et on est à 1,5 million d'oversuscription. Mais le quatrième pré-proposition sera rejeté, ne sera pas invité à la soumission finale parce que le taux d'oversuscription de l'Allemagne était trop important. C'est pour ça qu'il faut quand même... Alors c'est un peu un jeu de... Enfin, de péréquation entre la péréquation et la boule de cristal en disant si les Allemands ou les Italiens mettent 500 000 euros avec le potentiel qu'ils ont au niveau des équipes italiennes, bon, c'est pas le cas, cette année ils ont mis beaucoup d'argent, et ben il y a quand même un risque, si notre projet n'est pas le meilleur de la liste, à ce que on se fasse bouler en première étape. Voilà. Alors, j'ai répondu, j'espère, à la question, plus peut-être une autre qui n'était pas posée. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Et je continue peut-être la liste pour ne pas perdre le fil des commentaires. Mais ça, c'est peut-être plus un commentaire par rapport à ce qui a été dit un petit peu plus tôt de Marie-Hélène Pinard van der Laan. L'EFSA a insisté pendant le webinaire de présentation, j'imagine, européen, de l'intérêt d'avoir des projets sur le bien-être des animaux pendant le transport. Et elle précise c'était à ce que Laurent Trémoulet disait. Ouais. C'est ça, un complément. Elle précise par ailleurs qu'il y a un outil de recherche de partenaires, comme c'est un peu le cas de manière classique pour les partenariats cofinancés. Que pour Suzanne, et donc en fait, on peut faire une demande de partenaires, d'expression d'intérêt et sur le site facilement. Merci beaucoup. Ensuite, il y a un commentaire de David Valéry qui précise « L'obligation d'associer au partenariat français un organisme public semble être une spécificité française. » Pas vraiment de question, mais non, ça doit y en avoir d'autres qui sont comme nous, mais je ne les connais pas. Mais c'est le principe, l'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche qui finance la recherche publique. Et donc, cette obligation d'avoir un partenaire de type organisme de recherche et diffusion de la science, c'est quelque chose qu'on a depuis 2005, depuis la création de l'agence. Ensuite, une question de périmètre scientifique. Vous avez dit que les poissons étaient éligibles. Est-ce le cas pour les autres espèces aquacoles, comme les crevettes? Merci pour votre réponse d'avance. Oui, Florence, toutes les espèces. En lisant la question, j'ai un gros doute. T'as un gros doute?
Ouais, j'ai vraiment un gros doute parce qu'il me semble qu'il y avait des exclusions dans le SRIA et je ne l'ai plus suffisamment en tête de façon fraîche pour répondre directement à cette question. Est-ce que... Il faut s'en référer à l'agenda stratégique, quoi. Le document de référence. Parce qu'il y avait quelques exceptions et je me demande si les crevettes n'étaient pas dans les exceptions. Ouais, je vous invite vraiment à relire le SRIA pour ça. Et moi, je me souviens plus. J'en suis pas sûre non plus. Donc, il faut aller voir le SRIA, effectivement. Je vais remettre le lien aussi dans le chat si ça peut être utile. Merci beaucoup. Et ensuite, une nouvelle précision de Marie-Hélène. Il y a déjà une action SOA 20 sur le rôle du système immunitaire des systèmes de production alimentaire avec du poisson et des partenaires nordiques. Il faut se rapprocher d'une Madame Delphine Lalias, qui est partenaire de l'action. Voilà, je livre le... En fait, les actions internes. Et on est dedans, donc oui, effectivement, je vois tout à fait ce que veut dire Marie-Hélène. Peut-être sur le périmètre des SHS aussi, en plus de ce qu'a dit Florence, il y a non seulement tout ce qui est en lien avec les consommateurs, mais tout ce qui est économique aussi, hein, tout ce qui est faisabilité économique, des modifications des systèmes, tout ça, ça en fait aussi partie. Tout ce qui est social en fait partie, tout ce qui est... Enfin voilà, toutes les SHS sont invitées à participer à tout ce qui est dans le troisième topic. Il nous reste à écouter peut-être la question de Madame Ansaldi Mireille. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, je vous avoue que je suis un peu perdue entre les projets internes et l'école externe. Par exemple, moi, je fais du diagnostic et j'ai dans la tête de proposer un projet de diagnostic, mais je vois que SOA 8, il y a déjà du diagnostic, mais d'après ce que j'ai compris de la présentation de Madame Hippolyte, il y a aussi un fléchage sur les outils de diagnostic. Donc, du coup, je suis un peu perdue. Et le deuxième volet, c'est que je suis CNRS, je ne sais pas si mon organisme est interne, externe. Vous êtes externe. Le CNRS n'est pas partenaire. Donc là, vous êtes externe. Vous pouvez y aller plein pot, on va dire. OK. Et sur le premier, non, le diagnostic, c'est énorme. Et l'action en question ne traite pas de l'ensemble du diagnostic. Donc, il faut juste regarder de quelle action... parce que ce qu'a présenté Florence, c'est une phrase. Et donc, si vous allez sur le site du partenariat, les actions sont décrites un peu mieux en détail. Et donc, vous verrez si le sujet de diagnostic est comparable au vôtre ou si c'est complètement différent. Le diagnostic, oui, c'est énorme en fonction de l'animal, en fonction de la maladie, en fonction du contexte, en fonction... Enfin bon, bref, non. Voilà, c'est juste que... Et ça peut être d'ailleurs... Que votre sujet soit complémentaire de l'action, ce n'est pas un problème non plus. C'est-à-dire que si une action est sur le diagnostic en amont, en aval ou je ne sais pas quoi, vous pouvez faire quelque chose de plus global ou l'étendre. Enfin, il faut juste ne pas dupliquer les actions internes. Laurent Trémoulet, est-ce que c'est une ancienne main ou c'est une nouvelle main? Je crois que c'est une nouvelle main. Non, c'est une ancienne. J'écoute attentivement, mais je n'ai pas plus à rajouter, sauf qu'il faut que je mette en recherche de... Là, j'ai identifié un partenaire là, et il faut que je recherche un deuxième. C'est bien ce que j'ai compris. Et donc là, il y a mes camarades donc de l'ANR qui sont spécialistes des questions administratives et financières. Donc, si vous avez déjà regardé le règlement financier et que vous avez une question un petit peu pointue sur le sujet, c'est le moment d'en faire part, parce que là, vous avez des spécialistes. Monsieur Huneau a demandé la parole. Merci beaucoup. Je préside le syndicat d'industrie du médicament et diagnostic vétérinaire. Et donc, je vais mettre mon mail dans le chat parce que nous avons 45 entreprises et je pense que les participants peuvent être intéressés à se rapprocher de certains d'entre eux pour des projets. J'entends parler de diagnostic, on a 15 sociétés dans le diagnostic. Et donc, mon rôle consiste, je dirais, à transmettre les informations que je reçois aujourd'hui et dont je vous remercie
pour que ces 45 entreprises puissent participer le mieux possible à ces programmes. Et je vais laisser donc mes coordonnées dans le chat. J'étais par ailleurs impliqué au niveau européen, et je le suis toujours d'ailleurs, au travers de Diagnostics for Animals, qui est la Fédération mondiale du diagnostic vétérinaire. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Ben, merci beaucoup. Parce que, alors, comme on l'a dit, c'était pas obligatoire qu'il y ait des partenaires privés, mais l'ouverture aux non-partenaires, c'est aussi pour associer du privé. On avait vu dans les évaluations. Oui, puis dans les initiatives précédentes qui étaient les EJP, en particulier les JP One Health, on voit bien qu'il y a un moment où il faut passer à une phase opérationnelle et que quand les membres n'étaient pas là, ce n'était pas possible. Donc évidemment que vous êtes les bienvenus et que la meilleure. Alors nous, on ne diffuse pas d'informations. Je ne sais pas, toi, Florence, au niveau du partenariat, et comme le disait notre collègue de l'INRA, est-ce que sur la plateforme, peut-être vous pouvez mettre le lien sur la plateforme, d'échange. Oui, c'est quelque chose. Marie-Hélène, est-ce que vous pourriez mettre le lien de la plateforme d'échange de ex-Suzanne et qui aujourd'hui est ouverte pour le partenariat? En attendant, on avait une autre question précise. Est-on considéré comme RPO lorsqu'on apparaît comme Affiliated Entity dans la liste des consortiums membres? Ah, c'est une question compliquée. Pour les Français? Oui, c'est une école vétérinaire de Toulouse, du coup, effectivement. Lucien, peut-être Lucien peut nous dire, ou Stéphana, les écoles vétérinaires, comment elles sont considérées chez nous? Ils ont disparu. Si je peux rajouter un mot, effectivement, je parle pour l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Et effectivement, on apparaît comme entité affiliée. Mais la question, c'est est-ce qu'on est assujetti à cette règle des 35% ou pas, sachant qu'on n'est pas directement bénéficiaire du call interne. Ah, c'est une bonne question. C'est INRAE qui vous a embarqué dans un projet et qui vous a déclaré comme entité affiliée, c'est ça en fait? Exactement. Mais vous n'êtes pas signataire du Grant Agreement? Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais Si vous êtes signataire du Grant Agreement du partenariat, vous êtes considéré comme membre et donc soumis aux 35%. Si vous n'avez pas signé le Grant Agreement, à mon avis, vous n'êtes pas considéré comme bénéficiaire par la Commission européenne. Donc, vous ne touchez pas le top-up pour vos activités internes et pour votre income. Et à mon sens, vous n'êtes pas assujetti aux 35%. Ouais. À vérifier par rapport à la signature. À vérifier. Mais je pense que c'est la signature du Grant Agreement qui fait loi et qui dit si vous êtes membre ou pas. Regardez aussi dans l'annexe 2 du call, puisque l'annexe 2 du call définit l'ensemble des partenaires du partenariat, si vous y êtes ou pas. Je vais regarder tout ça. Merci. Ouais. Mais je pense que c'est le Grant Agreement qui fait loi, qui fait foi. Et on a une réponse sur les crevettes, a priori seulement les poissons. Hein, donc, merci Marie-Hélène de partager l'information. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole? Je ne vois plus de questions dans le chat. J'ai vu qu'il y avait le partage effectivement de la plateforme de partage donc, qui est en ligne si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas. Monsieur Boudinot, vous voulez rajouter quelque chose? Une question stupide, très rapide. Vous venez de parler d'une règle de 35% et j'ai raté le début. Vous pourriez juste me rappeler ce que c'est? C'est que les membres du consortium qui sont éligibles aux activités internes et qui touchent du top-up de la Commission européenne au titre de ces activités internes en in-kind ne sont pas autorisés sont autorisés à participer aux appels aux projets externes, mais le montant qu'ils demandent, tout membre confondu, ne doit pas excéder 35% du projet, du montant demandé pour le projet. Excusez-moi, merci. Non, je vous en prie. J'ai une dernière question. Est-ce que Isabelle et Florence, vous permettez de partager vos slides? Oui, on vous les envoie, bien sûr. Oui.
Très bien. Moi, j'attendrai peut-être un petit peu qu'on ait une adresse générique d'ici 2-3 jours. Comme ça, vous pourrez diffuser l'information avec l'adresse générique à laquelle envoyer les demandes plutôt que la mienne. Je m'en occupe cet après-midi ou demain matin. Très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie de votre participation. Merci Isabelle et Florence d'avoir un peu débroussaillé ce premier call donc, de ce partenariat. J'imagine donc il va durer 3 ans si j'ai bien suivi. Donc chaque année, on aura des appels. Et donc, n'hésitez pas. Non, pas chaque année. Il n'y a Ah. pas d'appel chaque année. Il y a globalement un appel tous les 2 ans, puisqu'il est prévu dans la durée de vie du partenariat qui est de 7 ans d'avoir 3 appels. Donc c'est globalement un tous les 2 ans, sachant qu'on aura, avec le lancement du partenariat, on a un petit décalage au démarrage. Donc ce sera un tous les 2 ans et pas un par an. D'accord, très bien. Merci de cette précision. La présentation d'aujourd'hui, ce webinaire donc, est enregistré. De la même façon, vous trouverez donc un replay sur le site du ministère et peut-être de l'ANR également. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne après-midi et bon courage aux porteurs de futurs projets. Oui, et puis vraiment, on est à votre disposition pour toute information par mail. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.